Bonjour à tous, donc je suis journaliste scientifique indépendante, je travaille pour plusieurs titres, notamment les titres Éducation Santé et l'École des parents. Alors on m'avait demandé de réfléchir à la manière dont un journaliste, et de partager avec vous, la manière dont un journaliste choisit l'information pertinente. Alors pour commencer, je me positionne volontiers dans la catégorie des profanes. Journaliste ou pas, j'en sais en général moins que les gens que je vais voir en tant que journaliste, et c'est bien pour ça que je vais les voir. Alors j'ai essayé de lister un petit peu les critères avec lesquels on travaille et que j'essaie d'appliquer quand je suis face à une quantité d'informations. Alors nous on parle plus d'infobésité comme d'un phénomène social, mais voilà, c'est une réalité aussi pour le journalisme qui vient percuter l'exercice du journalisme. Alors l'information pertinente, c'est d'abord, et je vous apprendrai rien, celle qui est nouvelle, mais aussi celle qui est éclairante, c'est-à-dire celle qui vient rajouter une couche à ce qu'on a pu dire, lire, entendre sur un sujet, celle qui vient pousser un petit peu plus loin la réflexion ou l'analyse ou le constat. C'est aussi celle qu'on peut vérifier, confronter. Ça c'est important à avoir en tête dans la masse des données, mais je vois beaucoup de parallèles entre ce que j'ai entendu cet après-midi sur la masse de données et la manière dont elle conditionne notre manière de penser et la façon dont s'exerce le journalisme ou l'information en général. Troisième critère, c'est l'information aussi qu'on peut mettre en contexte, c'est-à-dire qu'on ne va pas livrer telle qu'elle, mais qu'on va pouvoir éclairer avec, en disant d'où elle vient, dans quel schéma de pensée ou quelle théorie elle s'inscrit, à quel moment elle prend naissance aussi. Donc elle a un contexte, elle a un environnement, comme une donnée dont on a parlé. C'est aussi, il ne faut pas se le cacher, la donnée qui colle à la ligne éditoriale du titre pour lequel on travaille. C'est-à-dire qu'il y a des données qu'on va utiliser dans certaines rubriques ou dans certains journaux et moins dans d'autres, qui collent à l'angle qu'on a choisi, c'est-à-dire la manière dont on veut aborder le sujet. Qui colle aussi au public. Ça c'est pour aller affiner le maillage d'explication de l'information. C'est l'information qu'on va pouvoir raconter, ça va un petit peu avec la mise en contexte, mais ça reste un exercice de récit, le journalisme, que ce soit à la télé, à la radio, sur Internet. Donc c'est une information qui va trouver sa place dans un récit. C'est enfin, il me reste deux critères, c'est l'information qui nous parvient dans le contexte de la grande quantité d'informations. C'est un biais, mais ça fait aussi partie des éléments de contexte importants. Et puis, je vous apprendrai rien, mais c'est aussi la donnée, l'information qui fait vendre. On est dans un champ économique, la presse. Donc ça fait aussi partie des critères de choix. Voilà, pour vous donner quelques éléments, puis je ne vais peut-être pas monopoliser trop longtemps la parole. Merci beaucoup. On va faire notre petit tour comme ça, des impressions et des réponses à des questions proposées, et puis après échanger. Donc, Madame Pinet, qu'attendent les familles des avancées des technologies? Oui, d'abord, je vous remercie, docteur, et puis tous les brillants intervenants. J'ai trouvé cette journée passionnante. Alors, quand j'arrive après des chercheurs et des spécialistes comme ça, moi je représente les familles. Je représente les familles, je représente l'entourage, je représente les usagers. Alors je prends un grand bol d'air, je me dis je suis alors vraiment pas du tout à votre niveau, surtout dans ce domaine des technologies qui est un petit peu, on peut travailler, mais enfin, qui est un petit peu éloigné. Vous dire que nous, d'abord, on vit d'espoir. On vit d'espoir parce que quand on a des proches malades, et elle est la femme, donc nous en recevons beaucoup, nous en accompagnons beaucoup, nous en orientons beaucoup.
eh bien évidemment, si on n'a pas l'espoir, on rentre et puis on va pleurer dans son coin et on ne fait plus rien. Donc nous vivons d'espoir. Alors évidemment, les nouvelles technologies, pour nous, elles s'inscrivent aussi dans le chemin de l'espoir. Elles existent, peut-être qu'elles peuvent faire quelque chose. Bien. Donc nous sommes des utilisateurs de la psychiatrie, des utilisateurs qui sont souvent en extrême difficulté pour des tas de raisons. Et donc, à quel endroit les nouvelles technologies vont pouvoir nous apporter des réponses. Bon, alors, il est un premier principe, et dans notre esprit, évidemment, les nouvelles technologies ne pourront en aucun cas se substituer aux praticiens, à l'homme de l'art, ou la femme de l'art, quand je dis l'homme c'est générique, hein, et à tous les soignants qui doivent prendre en charge et accompagner les malades. Par contre, il y a peut-être des programmes, des applications qui peuvent certainement pas se substituer, mais venir en plus, et c'est ça que nous cherchons, qu'est-ce que les nouvelles technologies vont apporter en plus de la prise en charge traditionnelle à ces malades qui sont, bon, vous le savez aussi bien que moi, isolés, malheureux, dans la souffrance, stigmatisés, pas toujours aidés, hein, je dirais, dans notre société. Bon, alors d'abord, qu'est-ce que nous en attendons, soyons précis. Bien, évidemment, nous en attendons, si c'est possible, d'aller vers une médecine. Oui, on en a parlé, plus personnalisée, peut-être un peu moins empirique que simplement une médecine qui correspond à bon, telle maladie, telle molécule, telle voilà. Et puis je vais vous voir tous les 2 mois, un quart d'heure. Ça, c'est ce que j'appelle une maladie, c'est ce que j'appelle des prises en charge peu personnalisées. Sachez quand même que dans une enquête qui avait été faite je vais être courte, hein, dans une enquête qui avait été faite en 2016 hein, par Mediaprisme pour la femme, 75% des familles assurent l'accompagnement sanitaire, social, hein, pas sanitaire, enfin l'accompagnement du soin, le fait simplement de surveiller que la posologie est bien, que les médicaments sont bien pris, le malade. Alors qu'est-ce qu'on attend? Nous, on attend effectivement des parcours individualisés, conduits de manière anticipée, qui vont s'adapter aux besoins et aux attentes des personnes, qui permettent d'envisager une réduction des ruptures de parcours qui sont toujours dramatiques et des pertes de change. Bon. Alors, il y a pas longtemps, j'ai écouté M. Xavier Briffaut, hein, dont M. Aimé a cité d'ailleurs, hein, et qui nous avait présenté des outils numériques qu'on appelle les Tracking Indoor Activities of Patients, c'est-à-dire que par des montres connectées, hein, eh bien, on va traquer des informations en temps réel sur le fonctionnement et sur l'état de la personne. Bon. Et il expliquait comment elle permettait une compréhension beaucoup plus fine du fonctionnement et de la vie de ces personnes, et elle permettait éventuellement d'évaluer et de réévaluer rapidement hein, les effets de l'intervention ou du soin, une sorte de micro-régulation, ils appellent ça Just-in-Time Adaptative Intervention. Bon. Pourquoi pas? Bien. D'autres choses, des applications qui favoriseront l'empowerment et le rétablissement. Des outils qui vont rendre les personnes, bon, alors je fais attention d'utiliser les là, madame autonome, hein, parce qu'on a parlé d'autonomie gare, enfin les personnes quand même plus autonomes et plus vite expertes d'elles-mêmes et de leur maladie, car il est bien évident que quand le malade, nous le voyons le jour où il est expert de sa maladie, où il a compris et qu'il joue avec son traitement, les choses vont quand même, on a passé un stade et les choses vont beaucoup mieux, et des outils technologiques qui pourraient aider les malades à mieux vivre tout simplement les limitations dues à leur pathologie, à s'adapter à leurs propres déficits fonctionnels qu'ils vont conserver. Hein. Mais l'idée, et ça c'est la définition du rétablissement, hein, c'est pas de guérir, mais c'est de supporter et d'arriver à être mieux avec ces déficits fonctionnels. Bon, il y a effectivement des applications qui peuvent le permettre en évaluant leur bien-être physique, en anticipant certaines crises, en luttant, en rendant ludique ou personnalisé des remédiations cognitives. Ensuite, je parlerai aussi quand même de la visioconsultation. Bon, il n'est pas question de soigner ce type, je pense, de pathologie uniquement par des consultations, de la téléconsultation, non, c'est pas pensable. Mais néanmoins, quand une famille attend 6 mois pour avoir un rendez-vous, qu'elle ne sait plus quoi faire, et que finalement elle va décrocher d'octoconsult pour avoir un psychiatre au bout du fil, parce qu'elle n'arrive pas à l'avoir, c'est une alternative dans une situation où vous n'avez aucune aide. Bon, alors là, après, il faut moduler. Et peut-être qu'un patient peut
avoir à la fois ces rendez-vous physiques, ce lien physique avec son thérapeute, et puis en même temps avoir de temps en temps par visioconférence un échange qui va conserver le lien. Voilà. Enfin, dernières applications qui peuvent être intéressantes pour les personnes malades. Alors là, je suis allée me promener sur ces applications, qui vont les aider à organiser leur vie pratique, relationnelle et sociale, et qui, de toute évidence, favorisent, on voit ce qui est écrit, le lien social et la lutte contre l'isolement. Bon, c'est ce que tout à l'heure on parlait d'applications de self-care, de plateformes d'échange d'expériences. Ce ne sont pas, là on est dans le bien-être, on est dans le lien, on est dans la vie pour des personnes qui sont souvent excessivement isolées. Alors bon, il y a des sites type Solidarité Usager Psy. Alors évidemment, il existe des sites qui sont d'ailleurs conçus avec des malades et des psychiatres. Par exemple, Psylab, ce sont des petits films humoristiques sur YouTube qui ont été faits par deux psychiatres, Geoffroy Marcagui et Christophe Debien. C'est pas mal pour des personnes qui ont reçu un diagnostic de schizophrénie. Le forum atoute.org, c'est des échanges de schizonautes. Il est bien précisé dans le forum que ça ne remplace pas le lien et le travail avec son médecin. Donc c'est, je pense, fait par des personnes qui sont vraiment du métier et pour aider ces personnes. Il y a un blog qui s'appelle Ta gueule Maurice. Il est très drôle, Boris, Ta gueule Boris, Boris c'est la maladie, c'est les voix, c'est une bande dessinée, c'est assez amusant. Et puis évidemment, il y a tous les chatbots. Les robots conversationnels, il y en a quand même qui sont bien. Je pense à Oli, la petite chouette. Vous la connaissez, elle est bien Oli. C'est pas vous qui l'avez fait, parce que ça a été fait avec une psychologue, un psychiatre et un père aidant. Donc vous voyez, là, ce sont quand même des outils qui ne viennent pas de grandes boîtes qui cherchent à gagner de l'argent, je pense. Et il me semble que là, il y a peut-être aussi des applications qui peuvent aider ces personnes. Voilà. Donc évidemment pour nous c'est un principe de complémentarité avec la nécessité d'une évaluation et d'une validation par des professionnels de santé. Et ça c'est vrai que je disais tout à l'heure pourquoi un psychiatre ne dirait pas à un malade tenez, allez vous promener là, on sait que c'est sûr, on sait que là vous pouvez y aller. Bon. Alors tout ceci évidemment n'annule pas, je ne vais pas le répéter, mais tout ce qui a été dit sur les risques, l'éthique nécessaire et les interrogations que ça soulève. D'abord, les limites de ces technologies, à commencer par le public cible. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de malades qui n'iront pas sur l'écran, parce que l'écran leur fait peur déjà. Donc l'égalité d'accès, ou ceux qui ne sont pas outillés ou qui ne savent pas. La fiabilité de ces applications, évidemment, est un gros souci. Et puis, qu'elles ne remplacent pas le soin traditionnel, qu'on n'en arrive pas à un soin dégradé. On peut imaginer que dans ces circonstances de restriction de personnel, on finisse... ça serait absolument le cauchemar, ça serait que la machine, évidemment, remplace l'homme. Donc, ça, c'est clair. Puis les inquiétudes qui ont été soulevées, comment sont récupérées les données, c'est évident que c'est très inquiétant. Le marché des données, la confidentialité, n'en parlons pas. Voilà. Donc, et puis ne pas capter, le danger, c'est que ce sont des personnes très vulnérables et qu'elles ne soient pas captées par des sites ou par des mouvements très inquiétants. Ceci dit, nous, ça s'inscrit dans, je dirais, une dynamique, pourquoi pas, à partir du moment, évidemment, où tout ça est contrôlé et sérieux. Oui, voilà ce qu'on attend. Merci Nadie. Avant de passer la parole à Monsieur Kennemer, juste peut-être pour les personnes du public qui ne sont pas du domaine du soin, peut-être un mot sur ce qu'est l'UNAFAM, très vite. Oui, alors l'UNAFAM, Union nationale des amis et familles de personnes malades et ou handicapées psychiques. Donc nous regroupons une association nationale qui a des délégations dans tous les départements et qui accompagnent, aident, reçoivent, représentent. Nous sommes dans toutes les instances à un niveau départemental, régional et national qui concernent la santé mentale. Nous participons à l'élaboration de tous les textes. Nous sommes très appelés. Et nous avons beaucoup aussi de formation pour les aidants. C'est une association
d'être dedans. Voilà. Et nous représentons les malades quand ils ne sont pas en état de le faire. Nous essayons de les pousser à le faire, mais bien souvent nous sommes quand même appelés, voilà, nous sommes dans toutes les structures de représentation. Et ça depuis 1963. Nous sommes reconnus d'utilité publique. Mais je vous remercie de me donner l'opportunité de le dire. Important de le repréciser à ceux qui ne le sauraient pas. Monsieur Quémeneur. Oui, donc Christophe Quémeneur, moi comme je le disais ce matin, donc je travaille à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Et donc aujourd'hui j'ai été invité par Armel pour évoquer avec vous un petit peu la démarche d'innovation de l'assurance maladie à ce niveau-là. Donc il y aura des éléments relativement généraux. Tout d'abord merci pour ce bain de nouveaux enseignements, de partage qui m'ont été bénéfiques et qui m'ont fait dire aussi que, y compris mon activité qui est au sein de la direction de la statistique et des études, qui peut paraître assez désincarnée, beaucoup tournée autour de la donnée, on recroise beaucoup des questionnements que vous avez évoqués aujourd'hui ou qui ont été évoqués. Et donc, par rapport à cette question, l'assurance maladie se positionne, on parlait de questions de vulnérabilité, on n'a pas parlé forcément de la question de l'accès aux droits et de l'accès aux soins, mais en tout cas c'est un sujet sur lequel nous, notre vision universaliste, c'est-à-dire que chacun peut bénéficier en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins, pour nous est très cher. Donc ça veut dire qu'il y en a encore des efforts à faire certainement sur l'accès aux soins, faciliter ou aider les gens à se tourner vers les professionnels dont ils ont besoin. En deuxième point, par rapport à cette question d'expérimentation, c'est évoquer des sujets alors, qui sont soit émergents, qui sont assez émergents d'ailleurs je dirais, des sujets autour de la question de l'article 51. Certains d'entre vous, en tant que praticiens, ont pu entendre parler. Donc une refonte du système de santé pour essayer d'aller vers l'expérimentation organisationnelle, technique, et faciliter la prise en charge de soins soit au forfait, soit aux frais d'innovation. Peut-être que M. Delfusson, je ne sais pas s'il a eu l'expérience, pourra peut-être nous en parler aussi tout à l'heure. Mais en tout cas, de trouver des modes de financement un peu particuliers pour pousser aux innovations et ouvrir cette porte aux innovations. Tout à l'heure, une des personnes qui est intervenue a parlé de l'espace numérique en santé, donc dans lequel l'assurance maladie est aussi inscrite. On a eu depuis un peu moins de 2 ans maintenant, revenu dans notre giron la question du développement du dossier médical partagé, donc qui est un axe fort chez nous. C'est-à-dire qu'on a un objectif extrêmement fort, à la fois de création et de mobilisation autour des nouveaux usages. Donc c'est à mon avis quelque chose qu'on va partager ensemble et qui, à mon avis, va être riche pour vous de coordination des soins, de partage de données, et donc qui a vocation aussi à faire, à mieux connaître et à mieux partager votre expertise avec le patient et les médecins traitants. On s'était rencontrés avec Armel lors d'une rencontre au Confluent il y a un peu plus de 2 ans maintenant, tournée autour de la médecine 4P. Donc prévention, participation, je vais en oublier, personnalisation et prédiction. Et donc on voit bien que tous ces thèmes-là ont été aussi sous-jacents dans la journée, et ça m'a rappelé un certain nombre de choses et de partager avec vous quelques expériences que j'ai pu avoir récemment, qui témoignent aussi de cette innovation. C'est que au niveau de l'assurance maladie, on a eu l'occasion de travailler sur une meilleure connaissance de nos clients. Alors moi je les appelle clients, vous les appelez patients. Mais c'est tout à l'heure par rapport à la phrase que disait votre partenaire et Emmanuel Dominique Pont, ce citoyen usager patient. Donc on travaille sur la connaissance des patients à partir des données que l'on peut avoir dans nos bases de données, certes. On travaille aussi avec des analyses qualitatives, des associations des patients pour essayer de voir effectivement quels services
on peut leur proposer et leur diffuser de manière nouvelle. Et à ce titre-là, on a eu l'occasion de participer à un événement assez symptomatique de ce champ d'innovation, et notamment de l'implication dont parlait Madame Pillet tout à l'heure des patients. Ça s'appelle le Hacking Health Camp à Strasbourg. C'est un événement qui réunit à la fois des patients, à la fois des professionnels de santé, des designers et des informaticiens autour majoritairement de solutions numériques à destination des patients et travailler avec les professionnels de santé. On a eu l'occasion notamment de voir un certain nombre de patients schizophréniques, un peu à l'image de ce que vous parliez, Madame Pillet, venir co-construire des solutions tournées vers eux et pas contre eux, et pas contre le professionnel de santé, mais plutôt en accompagnement et pour combler des éléments peut-être qui dans leur prise en charge étaient manquantes. Voilà, donc c'est un événement assez stimulant. Effectivement, je partage avec vous un certain nombre de vos enseignements, à savoir qu'effectivement, il y a souvent un engouement pour la nouveauté et qu'effectivement, tout emballement n'est pas forcément raisonnable, qu'il faut pouvoir le travailler. Donc, juste en conclusion, je dirais que ce sujet, tout à l'heure j'évoquais de vulnérabilité, est toujours présent. Et donc, on a quand même un effort particulier à faire d'implication et de rendre accessible, on parlait d'électronisme ce matin, des messages, et effectivement, la réponse ne sera pas totalement numérique. Elle permettra sans doute de consacrer, un peu comme dans l'exercice que vous avez auprès des patients, plus de temps aux patients qui en ont peut-être le plus besoin. Mais en tout cas, cette notion de participation et d'implication des patients sera, à mon avis, au cœur de cette révolution et de comment le travail autour du consentement éclairé des personnes. Donc il faudra sans doute trouver, et peut-être que l'assurance maladie sera à mesure de proposer dans un certain délai, un moment ou un lieu de recueil de ce consentement éclairé afin de mettre en relation les nouvelles technologies, que ce soit application de coaching en santé ou alors objets connectés au travers d'outils, et permettre de garantir aussi une maîtrise raisonnée de ce travail autour des données, puisque vous n'êtes sans doute pas sans savoir non plus qu'il va y avoir un dispositif qui s'appelle le Health Data Hub, qui va être amené à faire communiquer un ensemble d'acteurs des données et à les rendre accessibles pour des travaux d'études et des travaux de développement de produits. Donc effectivement, vigilance et puis sérénité quand même. Merci. Merci beaucoup. Alors, 2 psychiatres sur les 3 prévus, mais ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus de place pour chacun et pour la conclusion. Peut-être Maurice Bensussian, si vous voulez bien situer, comment on dit en psychiatrie, d'où vous parlez Je pars, oui, sans problème, d'ici directement. Je suis à la fois président du syndicat des psychiatres français, qui est un syndicat qui a la particularité de concerner, de représenter l'ensemble des pratiques professionnelles de la psychiatrie, libérale, salariée, hospitalière, universitaire, traditionnellement, une association qui est l'Association française de psychiatrie, et également président de l'URPS, des médecins libéraux d'Occitanie. Donc l'URPS des médecins libéraux, c'est une chambre de représentants de tous les praticiens libéraux, donc largement au-delà de la spécialité de psychiatrie, sur un territoire, sur une région. Voilà, donc ces fonctions, donc bien sûr, alors pour répondre à votre question sur ce qu'attendent les personnes qui m'ont élu des nouvelles technologies, je ne peux pas répondre, puisque c'est des attentes qui vont du rejet massif, et on ne peut pas en entendre parler, à des engouements, et on a d'ailleurs plusieurs psychiatres qui sont à la tête de start-up, qui ont développé des outils intéressants et qui sont extrêmement engagés sur ces éléments-là. Bon, donc c'est très divers, c'est sûrement un petit peu générationnel.
En tous les cas, c'est un sujet essentiel pour nous, c'est-à-dire que le sujet de cette affaire du numérique en santé, de nouvelles technologies, c'est pour nous, en tous les cas, dans le positionnement que l'on veut porter, tant au niveau des unions que des syndicats, on est avec des outils. Et c'est pas facile, en s'entretenant avec les collègues, de les amener à bien saisir que le numérique et sa fascination qu'il porte concernent des outils à disposition de notre art ou de notre métier. Et non pas venant être dans un modèle, on l'a un peu vu tout à l'heure, de remplacement, de compétition, ou de ce mythe, ou peut-être qu'il sera une réalité, où la machine va supplanter l'homme, et où on va arriver à une immortalité par le biais des robots qui nous succéderont. Donc dans cette espèce de structuralisme, autre chose, on n'y est pas tout à fait, donc on veille à rester sur le fait que de toute manière, ça ne va pas venir trancher non plus ensuite dans notre discussion tout à l'heure la question de la spécialité. Qu'est-ce que c'est la psychiatrie? Est-ce qu'on peut faire une psychiatrie sans s'intéresser aux rêves nocturnes de nos patients, par exemple? Qu'est-ce que le psychiatre s'intéresse? Qu'est-ce qu'il fait de la subjectivité et de l'objectivité? Comment tout ça intervient? Les rapports entre le corps et l'âme? Toutes ces questions. Le numérique aura sûrement son mot à dire, mais ça n'est pas cette fonction. Donc pour nous, ce sont vraiment des éléments extrêmement importants et structurants de partir de ça. Les exemples, on les a. L'assurance maladie est là, on a bien vu combien de temps il a fallu pour que les feuilles de soins papier disparaissent. Donc on est déjà dans des outils de numérisation. On n'est plus les courriers, les courriels ont aussi cédé la place à aujourd'hui les messageries sécurisées. Donc on a vu à l'échelle de l'Occitanie, quand on a développé ça il y a quelques années, comment l'usage d'une messagerie sécurisée venait modifier les relations, venait modifier les partenariats, ne serait-ce qu'en partant d'outils finalement extrêmement simples, qui sont et qui changent complètement les relations. En étant dans une région, à Toulouse, on avait pu initier cela et faire un partenariat avec le CHU, un usage d'une messagerie qui s'est largement répandu dans les échanges, plus d'1 million d'échanges annuels. Quand on est allé sur Montpellier, où il n'y avait pas de messagerie, il a été très très difficile, il est toujours très difficile de structurer des échanges ville-hôpital sans des outils simples. Donc ça veut dire que cette question ne se pose presque pas du numérique en santé, puisqu'il infiltre nos pratiques. Les échanges avec l'assurance maladie sont totalement dématérialisés, ou peuvent tendre à l'être. L'évolution des arrêts maladie, toutes ces choses-là, on y est. Des données de santé. Et c'est pas pour rien que ce gouffre financier, cette arlésienne que le dossier médical partagé, et finalement a été confié à l'assurance maladie. Bon, si on fait l'usage qu'on lui demande d'en faire, une espèce de fourre-tout générique, on reste que ça deviendra, mais en tout cas, les choses vont fonctionner puisque les gens ouvrent un INP et qu'on a besoin de ces outils. On ne peut pas faire sans ces outils. 12 millions d'euros annuels, c'est le budget donné par l'Agence régionale de santé en Occitanie au GRAD, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire à cette structure régionale qui s'occupe de la numérisation en santé. Donc ils s'occupent de développer des outils. Le développement des outils, c'est tous les outils dont on peut avoir besoin du numérique. C'est par exemple, je pense comme ça, un via trajectoire qui permet de trouver des lits nécessaires pour les patients qui ont été opérés, qui doivent sortir, des comme ça. Et notre intérêt, nous, médecins, les médecins libéraux dans cette casquette-là, c'est de bien veiller aussi à ce qu'on puisse faire partie des développements qui vont nous concerner. Un exemple, je ne dis pas la messagerie sécurisée, la téléconsultation par exemple, c'est extrêmement important. Est-ce que ces outils-là doivent être ouverts au marché public, au marché privé, donc à la sollicitation des collègues sur tel offreur de services, de faire ci, de faire ça, ou est-ce que, d'ailleurs c'est dans le plan de Milipon, est-ce qu'il y a des choses qui doivent être portées par la puissance publique, comme par exemple notre exemple des services sécurisés, et qui vont être mis à disposition des praticiens pour qu'ils améliorent avec des outils simples déjà et se familiarisent avec ces nouvelles technologies et ces circuits de l'information. Donc on a choisi, nous, de développer une téléconsultation, elle est expérimentée aujourd'hui sur quelques établissements et des cabinets libéraux, pour ensuite tenter sa généralisation avec le soutien de la tutelle, bien évidemment, à l'ensemble des médecins, que ce soit fourni aux médecins, que ça fasse partie non pas de ce qui va remplacer le médecin, parce qu'on est vraiment, nous, dans la conviction qu'il ne peut pas y avoir de médecine sans médecin. Alors c'est pas partagé cette conviction, elle peut être partagée ici, donc j'espère, elle n'est pas partagée partout, et on a des interlocuteurs très régulièrement qui ont cette impression-là que bon, le médecin c'est un plus, ou il n'y en a pas, donc on va faire 100, on va le remplacer par X, Y, Z. Non, on n'est pas, c'est pas comme EasyJet et les compagnies, on n'est pas dans le low cost de la médecine, donc on a quelques exigences sur le fait que tout cela c'est une évolution, nous n'y échapperons pas, c'est pas forcément facile à faire entendre de tous, et on y est déjà dans cette numérisation des données.
on est dans des choses où on ne sait pas jusqu'où on va aller quand on voit en effet les progrès des robots conversationnels, l'aide qu'il peut y avoir. Néanmoins, bon, ce sont des choses avec lesquelles il faut faire et on est engagé là-dedans. Les spécialités médicales paraissent plus directement concernées, puisque les articles sur les dermatologues qui sont moins compétents maintenant que les intelligence artificielle, les radiologues n'en parlons pas. Néanmoins, chacun saura se positionner. Moi, je suis assez confiant dans la capacité des CICAP à se positionner, à s'approprier ces différents outils, parce que nous en avons besoin. Ils vont améliorer nos pratiques. Ça a été dit tout à l'heure sur le par exemple, de ces modèles-là avec le numérique. Donc, je crois qu'on est sur ces chemins-là, mais il faut être extrêmement vigilant, échapper à la gadgetisation, et vraiment amener les collègues et amener à construire ensemble ces éléments-là dans un vrai partenariat. On ne construira pas, j'en terminerai là-dessus, pour rester dans ces, on est en débordé aussi, sur les communautés. On ne bâtira pas la médecine de demain qui est une médecine collaborative. Les communautés professionnelles territoriales de santé, le PTSM pour la psychiatrie, le projet territorial de santé mentale, tout ça ne se construira pas, c'est-à-dire de pouvoir dialoguer ensemble, repérer la place de chacun, sans avec de cela des outils de communication, des possibilités d'échange et de partage d'informations dans le respect de ce qui fait notre métier, c'est-à-dire quand même la confidentialité, l'intimité et le respect de l'individu et de ses secrets et de ce qu'on peut lui donner. Merci beaucoup. Hélène Buchou, la jeune génération. On va dire ça. Alors pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, moi je ne me considère pas comme sachante ou savante, mais en cours d'acquisition sur le domaine, donc en mise à jour, ça dépend si on utilise un vocabulaire informatique. Moi il y a plusieurs... Alors, je pense qu'on pourrait parler très longtemps et sur différents actes de ces choses-là. Hier en rentrant chez moi, j'étais en train de consulter Twitter, parce que je suis quelqu'un un peu connecté, et sur Twitter j'ai découvert un nouveau truc. Je travaille en pédopsychiatrie, donc je m'intéresse quand même énormément à tout ce qui est informatique. Et Pokémon, pour ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, connaissent récemment Pokémon Go qui est sorti il y a 2 ans, où le but c'est de voir plein d'ados, de jeunes qui se promenaient dans les rues pour capturer les Pokémon qui apparaissaient sur leurs écrans, mais il fallait vraiment se déplacer in vivo dans les rues, dans les champs. Voilà, il y avait eu des scandales parce qu'il y a des gens qui s'étaient noyés en allant au milieu d'un lac pour pêcher un Pokémon. Voilà. Et bien maintenant, Pokémon va sortir pour 2020-2021, Pokémon, alors je ne sais pas si c'est Pokémon Sleep, voilà, toujours est-il que le jeu fonctionnera pendant le sommeil, et que donc c'est une petit boîtier en forme de Pokéball, donc l'outil imaginaire qui est censé capturer le Pokémon, qui va, en fonction des mouvements de notre sommeil, pendant notre sommeil, jouer à notre place. Alors, ça peut paraître un peu éloigné de notre sujet actuel, mais c'est en fait pour illustrer que le progrès dans les matières et les technologies, ça va tellement vite qu'on est obligé de prendre le train en marche. Et ce que je constate moi, en étant jeune génération, c'est que moi, au cours de mon cursus, je suis diplômée donc, de psychiatrie depuis novembre 2017, je n'ai eu aucune formation sur les nouvelles technologies, sur l'impact des nouvelles technologies en santé. Tout ce que j'ai appris, c'est parce que ça m'intéresse un peu, que j'avais beaucoup de réticence à l'époque, un petit peu maintenant, mais qu'aujourd'hui j'ai beaucoup d'inquiétudes. J'ai beaucoup d'inquiétudes parce qu'on n'est pas formé. Selon les villes où on fait nos cursus, on est plus ou moins branché sur ce genre de canaux et de réseaux. Par exemple, dans le service où je travaille actuellement, on a un petit service, donc je suis chef de clinique dans le service du professeur Bonneau en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. On a un service où on fait que de la consultation, une activité groupale d'expertise pour les enfants qui présentent les troubles du neurodéveloppement, donc tous les troubles 10, autisme, TDAH, troubles d'attention, hyperactivité. Et il se trouve que dans le service, la moitié de nos projets de recherche actuels concernent les nouvelles technologies. Voilà. On n'a pas non plus 100 projets de recherche, mais là sur les 6 projets de recherche qu'on a actuellement en cours, il y en a 3 qui concernent les nouvelles technologies, pour la dépression, pour l'autisme, pour le trouble de l'attention et l'hyperactivité. Donc moi j'ai la chance, parce que je pense que c'est une chance d'être dans ce service-là et d'être dans ces projets-là, et du coup de relayer ça auprès d'étudiants qui viennent faire des stages auprès de nous, de thèses qu'on va encadrer sur le sujet, mais c'est très inégal en fonction des services. Je dirais qu'en pédopsychiatrie, on est plus amené à devoir s'y intéresser parce que la patientèle le fait. C'est-à-dire qu'en psychiatrie adulte, il y a encore des gens de ma génération qui, de par leurs troubles, de par aussi leur milieu socio-économique, ont peu été confrontés ou intéressés à l'outil informatique. Sur mon précédent poste, il y avait un patient qui avait à peu près mon âge, qui n'avait pas de téléphone portable, en tout cas très récemment, et le travail sur l'hôpital de jour était de l'amener, en tout cas sur certains temps avec les infirmiers,
pouvoir créer une boîte mail, parce que maintenant tous les rendez-vous, que ce soit par la Sécu, que ce soit pour des démarches pour prendre rendez-vous sur Doctolib parce qu'il n'y a pas de médecin traitant, et voilà, énormément de choses passent par l'email. Alors qu'en pédopsychiatrie, si on s'intéresse pas aux nouvelles technologies, je vais dire ça ne vaut pas la peine de faire de la pédopsychiatrie, parce que le premier motif enfin pas le premier motif, mais si on veut rentrer en contact avec un jeune, c'est de savoir à quoi il s'intéresse, et 75% des jeunes, on va dire, jouent aux jeux vidéo, 99,99% ont des écrans entre les mains. Donc ça, on est obligé de s'y intéresser, mais pour autant, le constat est que personne ne veut le faire. Et ça, moi je trouve ça quand même assez inquiétant. Et c'est d'autant plus inquiétant que pour revenir sur une des conversations de ce matin, finalement, il y a à boire et à manger dans toutes les applications qu'on propose, dans tous les sites internet qu'il y a. Et finalement, moi, donc, je suis représentante de l'association des jeunes psychiatres addictologues pour les Pays de Loire, mais en aucun cas, comme vous disiez, j'ai vocation à parler pour l'ensemble de la communauté jeune. Je pense que notre rôle à nous, médecins, et encore plus la jeune génération, parce qu'on a grandi avec ces outils-là, je pense que des gens qui ont une cinquantaine d'années n'avaient pas forcément un téléphone portable dans les mains, il y a encore 10 ans pour certains, pour beaucoup. Alors que nous, ma génération, on avait pratiquement tous au collège. Si on n'avait pas au collège, on a tous eu en lycée. Donc on n'a pas d'excuses. Et qu'on doit, nous, être garant, au moins pouvoir informer correctement nos patients de la qualité qu'ils ont entre les mains. Cette semaine, mon chef m'a envoyé un truc, tiens, il y a une application qui va se créer, là, pour le TDAH, regarde donc, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait, c'était leur projet alors je ne sais plus le nom que ça porte, mais en gros, est-ce que ça va être rentable de faire cette application-là et montrer aux investisseurs que ça va être rentable d'investir dans cette application-là. Donc c'est une application pour les enfants TDAH, je ne développerai pas ce qu'ils proposent, c'est quand même soumis à confidentialité. Il n'y a pas de comité de protection des personnes qui s'intéressait là-dessus parce que c'est pas une étude. Il n'y a pas de quelqu'un qui a une vague notion d'éthique qui s'est penché là-dessus. C'est une jeune qui sort d'une école normale, une autre qui a fait un BTS en management ou en communication, voilà, mais des gens qui ne sont pas du tout du sérail médecine, qui ont entendu parler que le neurodéveloppement ça allait être à la mode et que dans le peu de budget qu'on a en psychiatrie, le maigre budget qu'on a sur la pédopsychiatrie, l'autisme, le neurodéveloppement ça allait être un peu en vogue, donc ils se sont dit là il y a un filon. Donc ils créent un truc, voilà, et sur le papier ça c'est intéressant, mais quand on regarde entre les lignes, ça serait très bien, monsieur, madame, avec le projet qu'on a, votre enfant, vous pourrez le suivre à la trace, vous saurez exactement à l'instant T où il est, voilà. Et là, on se dit, alors déjà, éthiquement, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien de savoir si son enfant il est à tel endroit, à tel instant? Est-ce que c'est bien d'avoir un historique? Où est-ce qu'il va cet historique? On en revient à l'utilisation des données. Voilà. Où est-ce qu'il va cet historique? Et puis, est-ce que c'est une bonne chose, au-delà du fait que l'éthique, est-ce que c'est une bonne chose dans les relations parents-enfants, dans la dynamique familiale, dans tout ce que ça représente, que l'enfant soit à ce moment-là surveillé, traqué, et qu'il soit à ce moment-là objet du parent. Et ça, moi, je trouve ça très inquiétant. Alors, à chaque fois, c'est toujours dans une idée de bien faire et voilà, ces gens-là, ils sont dans l'idée que protéger l'enfance, on sait que les enfants qui ont une hyperactivité, ils sont plus sujets aux accidents, ils peuvent faire partie d'un renforcé parce qu'ils ont un trouble de rétention important, puis qu'on a un perdre. C'est sûr, pour un parent, on va dire oui, c'est bien, mais c'est pas si bien que ça, en fait, quand on y réfléchit. Et nous, ça va être notre devoir de faire ça, et je trouve ça quand même préoccupant qu'il n'y ait pas plus de discours, d'informations, il n'y a pas de formation. Et ça, je pense que c'est quand même un point important, et moi, c'est des choses qui me préoccupent déjà depuis quelques temps, et ça tombait bien qu'il y ait cette journée pour en parler.